Bonjour l'ancêtre, nous voici réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur les fossiles, sur l'évolution depuis ses origines jusqu'à nos jours. Vous le savez, dans les musées, il y a des objets, mais dans la bibliothèque des musées, il y a des ouvrages sur tout, et en particulier sur les coquillages. Dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de coquillages, dont d'ailleurs certains ont des descendants actuels que l'on retrouve dans des pays très chauds. Ces coquillages, on les trouve dans la réserve géologique de l'Essonne, dans des terrains qui datent d'environ une trentaine de millions d'années. 30 millions d'années, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender, et ce que je vous propose, c'est d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier, et que nous sommes aujourd'hui, le 31 décembre, il est minuit, c'est la Saint-Sylvestre. Entre ces deux dates, il y a 4,6 milliards d'années. Que s'est-il passé à cette échelle? Eh bien, chaque jour représente 12 millions d'années, et les premières formes de vie, les premières bactéries, sont apparues seulement le 28 mars. Le 24 novembre, ce sont les premiers poissons, des animaux extrêmement primitifs qui apparaissent. Du 12 au 25 décembre, ce sont les dinosaures qui dominent notre planète. À cette échelle, Napoléon Ier a été sacré empereur il y a à peine plus d'une seconde. Ce que je vous propose, c'est de partir 3 jours en arrière, le 29 décembre, dans la réserve géologique de l'Essonne, direction Étampes. Eh bien voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes ici à Chauffour-les-Étréchy. C'est un des 6 lieux que protège la réserve géologique de l'Essonne. Les réserves géologiques, il n'y en a pas beaucoup sur notre territoire, seulement 10, pour à peu près 133 réserves que compte notre territoire national. Nous allons d'ailleurs rejoindre le garde de cette réserve, Stéphane, qui est en train de travailler là-haut, en haut de cet arbre. Stéphane? Oui, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là-haut? Alors, je suis en train de démonter un gîte à chauve-souris, tout simplement pour voir s'il y a eu du passage dans l'année. Et alors, il y a eu du monde? Bon, alors déjà, il y a quelques crottes d'oiseaux, plutôt du type mésange. On va regarder à l'intérieur du nichoir. Alors, on peut voir un petit peu de guano. Malheureusement, il est complètement décomposé et on ne pourra pas déterminer l'espèce. Mais on peut savoir qu'il y a eu quand même du passage de chauve-souris dans l'année. Oui, donc en fait, ton travail, il est très varié. En quoi il consiste exactement, le travail d'un garde dans une réserve? Alors le travail d'un garde dans une réserve, c'est avant tout la surveillance des sites, bien sûr. Moi ici, je m'occupe aussi de l'entretien des sites, donc le fauchage, etc. Et la mise en place des aménagements pour accueillir le public. Et bon, cette réserve géologique de l'Essonne, elle a été créée quand? Ça date de quand tout ça? Alors la réserve a été créée en 1989 pour protéger des affleurements géologiques, plus précisément le stratotype du Stampien. Qu'est-ce que c'est que ça, le stratotype du Stampien? Ce sont des noms barbares, Stampien, stratotype. Il faudrait peut-être expliquer. Le premier, c'est-à-dire le Stampien, est un terme qui est utilisé pour définir un morceau de temps, un moment de l'histoire de la Terre, qui se situe entre 33,7 millions d'années, on est précis, hein, et 28 millions d'années, pendant un moment de l'histoire de la Terre qui, notez-le bien, se situe très exactement en position intermédiaire entre la fin du Crétacé, la mort des dinosaures, et nos jours, c'est-à-dire les peuplements que vous pouvez voir aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. Le nom vient de la localité, la petite ville d'Étampes, qui s'appelait Stampa, Stampé, dans les périodes lointaines où on parlait encore latin. On peut voir sur la carte de Guettard, ici, établie du temps de Louis XV, un certain nombre de localités, un certain nombre de repérages des roches sédimentaires qui constituent la série de la région d'Étampes. Mais la particularité de cette région, c'est qu'on y trouve des fossiles, c'est-à-dire des coquilles marines qui prouvent que dans cette région, c'est-à-dire tout le centre du bassin de Paris, Paris y compris, la mer a donc envahi tout ce domaine-là en venant d'une région qui se situe aujourd'hui à peu près au niveau de la Manche. On a donc dans cette
cette région-là tout un ensemble qui mérite d'être conservé pour servir d'étalon. C'est ça le stratotype. C'est donc quelque chose qui matérialise sous la forme de carrière, comme le maître étalon matérialise le maître et mérite d'être conservé dans un musée. Les carrières que nous pouvons visiter dans la région des temples matérialisent le contenu, ce qui s'est passé, ce qui vivait à cette époque-là, et méritent évidemment une conservation pour les générations futures, mais aussi pour tous les géologues du monde entier qui veulent savoir ce qui se passait et à quoi correspond le Stampien dans la localité, dans la région où il a été défini. Nous sommes ici dans la carrière du Gibet, à l'extérieur du territoire de la réserve. Pourquoi? Tout simplement pour regarder cette épaisseur de sable particulièrement importante qui atteint 70 à 80 mètres. Ce sable, c'est un sable blanc extrêmement pur, c'est le sable de Fontainebleau. Ailleurs, sur le territoire de la réserve, à Auvers-Saint-Georges, il est très riche en fossiles. Voilà, on est ici sur l'un des 6 sites de la réserve, le stratotype d'Auvers-Saint-Georges. Il fait environ 2 hectares. Bien sûr, ça n'est pas très spectaculaire. Cependant, quelques centaines de mètres carrés ont été clôturés afin de préserver la couche des dégradations. En s'approchant de la coupe, on va donc pouvoir observer une richesse tout à fait exceptionnelle de coquillages, mais aussi de micro-organismes et de dents de requin et ossements de lamentins qui sont des siréniens. La coupe fait 2 mètres à peu près d'épaisseur. On peut observer une très très grande quantité de coquillages, c'en est véritablement truffé, mais la plupart font moins d'1 centimètre. Exceptionnellement, on trouve des coquillages plus gros. La coupe date d'il y a 30 millions d'années. Pour bien apprécier la richesse de la coupe, il nous faut prélever du sédiment et puis le tamiser. Ce sédiment ici est relativement argileux, donc il nous faut absolument le tamiser à l'eau pour bien éliminer les particules fines et faire ressortir les coquillages. Voilà un tamis typique du gisement d'Auvers-Saint-Georges. On peut observer un certain nombre de macro-coquillages, comme l'amande de mer, qu'on en appelle Glycymeris, et qu'on trouve sur toutes les côtes du monde actuellement. Voici une huître. Puis d'autres coquillages un peu plus petits, qu'on appelle des céritidés, qui vivent plutôt dans les lagunes. Et puis également, il y a toute une grande quantité de petits coquillages, nettement plus petits, que l'on a du mal à observer à l'œil nu et que l'on utilisera, et pour lequel on utilisera la loupe binoculaire en laboratoire. Je vous ai également apporté une côte de lamantin, car bien sûr cet animal est beaucoup trop rare dans nos dépôts pour avoir eu la chance de le trouver dans le premier coup de tamis. Vous voyez, là, ici, sur ce site, c'est un petit peu décevant. On voit bien des choses comme cette trace de racine, ou ici, des sections de coquillages, mais c'est tellement abîmé que ça part complètement en poussière dès qu'on le touche, vous voyez. On appelle ça des fantômes. Heureusement, sur le Stampien, il n'y a pas que des fantômes. Il y a aussi de vrais coquillages. L'étude croisée à la fois de la microfaune, de foraminifères, d'ostracodes, et la macrofaune, les mollusques, les poissons, les mammifères marins, ont permis de tirer un certain nombre de conclusions sur l'environnement notamment. On sait qu'à l'époque du dépôt des sables d'Auvers-Saint-Georges, eh bien, nous étions probablement dans un fond de golfe, près d'une lagune, dans une lagune, une mer pelliculaire, très peu profonde, une température de l'eau probablement tempérée chaude,
et un milieu extrêmement riche en herbiers. Le meilleur témoin, c'est le lamantin, qui est un mammifère marin, une vache de mer, qui a besoin quotidiennement pour se nourrir de brouter plusieurs kilos d'herbes de Phanerogames marines. Vous voyez, ce sable de Fontainebleau, il est assez facile à travailler. Et là, ce que j'ai découvert en me promenant tout à l'heure au bord de la Fleurmans, c'est une côte. Une côte qui appartient à un animal qui est un sirénien. Mais voyons, qu'est-ce que c'est qu'un sirénien? Les siréniens sont un groupe de mammifères aquatiques herbivores qui vivent dans les mers tropicales chaudes et peu profondes. Par exemple, ici, nous avons un spécimen de sirénien qui appartient à la famille des dugongs, puisque dans la nature actuelle, il existe deux familles, celle des dugongidés avec les dugongs et celle des triquéquidés avec les lamantins, que ce soit le lamantin d'Amérique, de l'Amazone ou d'Afrique occidentale. Alors les siréniens sont apparentés au groupe des proboscidiens, c'est-à-dire les éléphants, et cela signifie qu'ils partagent avec les éléphants un ancêtre commun. En France, on a trouvé notamment dans la région de l'Essonne un sirénien qui était à peu près similaire à celui-ci, qui pouvait mesurer 2 mètres à 2,50 mètres au maximum et qui se nourrissait d'herbes aquatiques, d'algues sous-marines. On peut se demander quel rapport il existe entre les sirènes, qui sont des créatures mythologiques, mi-fin, mi-poisson, et les siréniens. En fin de compte, les siréniens seraient bien à la base de cette mythologie, puisque Christophe Colomb parle dans son premier récit de voyage de sa rencontre avec 3 sirènes qui seraient en fin de compte 3 lamantins. Avant la création de la réserve, et depuis longtemps dans la région, depuis le 19e siècle d'ailleurs, il y a de nombreux amateurs. Et certains parmi eux se sont constitués des collections véritablement très importantes. Voici le petit musée que nous avons réalisé avec mon père en cours de 30 ans de fouilles dans la région parisienne et un petit peu en France, avec un aperçu général du musée. Ce musée est bien sûr paléontologique, donc basé sur beaucoup de restes fossiles d'animaux et de plantes, excessivement basé aussi sur le stampien, puisque c'est la région dans laquelle on habite, avec notre animal mascotte qui est le sirénéen prénommé Alitharium chinzi. Cet animal est à peu près le seul qui a été trouvé entier dans la région parisienne, avec les vertèbres caudales, les vertèbres dorsales qui s'accrochent, comme on peut le voir sur les côtes ici, les vertèbres cervicales qui sont l'atlas, l'axis et les petites cervicales derrière, qui ne sont pas courantes du tout. On a effectivement aussi la mâchoire avec les tables d'usure des dents qui montrent que l'animal était assez âgé. Le crâne n'a pas été retrouvé, dû sa forme globuleuse emportée très rapidement par le courant à la mort de l'animal. Pour continuer dans le stampien, on a bien sûr les incontournables poissons du stampien, les requins avec la dent du grand requin. Les autres petits requins sont aussi présents, mais beaucoup moins spectaculaires bien sûr que le grand requin Carcharodon. Les coquillages qui sont un aperçu de la faune stampienne, beaucoup moins colorés puisque la fossilisation les blanchit, mais ce sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve sur nos plages actuelles. On a une pièce qui est assez amusante aussi, c'est cette écorce d'arbre qui a été fossilisée sans garder la pulpe du bois, le bois lui-même. Par contre, on a retrouvé les galeries de verre fossilisées qui ont juste donc dévoré ce bois. Et on a aussi trouvé, pas très loin de l'Alitharium, les restes d'une tortue marine, qui n'est pas très courante dans la région non plus, qui doit être une des rares trouvées, avec au moins autant de pièces, une partie du crâne, les plaques dorsales, une vertèbre du cou. Voilà, ça donne un petit aperçu de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on pouvait trouver dans la région parisienne sur le stampien. Cette passion qui m'a conduit pendant 30 ans m'a permis, avec mon père, de réaliser ce petit musée à l'échelle locale. J'ai été professionnel un petit moment, puisque j'ai quand même passé un doctorat en micropaléontologie, ce qui m'a permis d'avoir des contacts avec les gens du muséum qui m'ont apporté énormément. Je suis donc toujours amateur en paléontologie. Ma carrière professionnelle est très loin de ça, puisque je suis facteur en vélo, donc c'est très loin de ça.
Mais je suis quand même content d'avoir réalisé ça pour laisser un petit quelque chose aux générations d'après. Chacun, je crois, amateur ou professionnel, apporte une petite pierre à l'édifice de la science. J'espère que nous y avons contribué et si chacun en fait autant. Je suis ici dans le parc du château de Chamarande et l'arbre que vous voyez à côté de moi, c'est un cyprès chauve. Cette espèce, elle vit à l'état naturel en Amérique et sa particularité, vous le voyez, c'est d'être dans des zones relativement humides. Et d'ailleurs, ses racines plongent dans l'eau et pour respirer, l'arbre émet ce qu'on appelle des pneumatophores. En fait, c'est ces sortes d'excroissances qu'il y a devant moi. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, sur le territoire de la réserve, on trouve une forme ancêtre de cet arbre-là qui date d'une trentaine de millions d'années. Ce bois, comme il est aussi vieux, bien sûr, il s'est fossilisé, il s'est transformé, c'est de la pierre. Une souche comme celle-là, elle pèse 2,6 tonnes. Donc pour la dégager, pour la déplacer, il faut mettre en œuvre de gros moyens. Mais voyons, qui a découvert le site? On la découvre à fond. L'avantage, c'est assez... Oui, bien, nous sommes le club géologique des PTT de la section Île-de-France, dont les activités s'articulent autour de la minéralogie, de la paléontologie et de la préhistoire. Et c'est dans le cadre de nos activités que deux de nos adhérents, Jean Garde et François Faure, deux retraités, et qui, à l'occasion d'une prospection sur le site de Villejuste, où nous sommes, les Carrières-Chaises, en gravissant le talus, ont découvert des petits morceaux de bois fossilisés. Et arrivés à un niveau de ce talus, ces petits morceaux de bois ont cessé. La présence de ces petits morceaux de bois ont cessé. Ils se sont posés naturellement la question pourquoi ces morceaux de bois, on ne les trouvait plus. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit il y a peut-être quelque chose dessous. Et effectivement, bien leur en a pris, parce qu'ils ont mis à découvert, ils ont creusé autour, et ils ont mis à découvert cette souche de cyprès chauve datant de 30 à 35 millions d'années, qui est une découverte exceptionnelle. Et c'est ici, exactement, dans cette fosse, qu'a été découverte la souche en question. Et depuis 1985, puis ça s'est passé en 1985, depuis on a découvert une centaine de souches de l'espèce. Je suis en train de nettoyer l'un des fragments de l'une des dernières souches que l'on vient de sortir du paléosol de la carrière de Villejuste-sur-les-Chartreux. On distingue très bien le fil du bois de cette souche qui a été silicifiée par du quartz, et on distingue fort bien ici le départ des racines de cette souche qui devait atteindre à peu près 1,70 m de diamètre à la base. Car en effet, dans cette carrière, on a sorti sur une superficie d'à peu près 2 hectares, depuis une dizaine d'années, plus d'une centaine d'arbres, souches et troncs silicifiés, qui nous donnent une idée de la densité de cette forêt fossile de l'Oligocène, du bassin de Paris. L'un des traits majeurs, l'un des points les plus intéressants de ces souches et de ces troncs, c'est que l'on peut distinguer les cernes de croissance du bois, ce qui nous permet d'une part de dater l'âge de chacun de ces arbres et de reconstituer l'histoire climatique de la période durant laquelle vivaient ces arbres. La carrière de Villejuste que vous voyez aujourd'hui est ce qui reste à la fin de l'exploitation. Vous repérez de chaque côté les remblais rouges qui correspondent aux argiles qu'on a découvertes à la partie supérieure pendant l'exploitation des sables. En fait, si on n'avait pas un accord avec les exploitants, cette partie médiane, où vous voyez les sables blancs et jaunes et les grès, aurait été complètement emblayée comme le reste. C'est donc sur ce secteur médian que la réserve va conserver une coupe complète. Le reste de la partie verte que vous voyez ici étant en réalité remblayé par des matériaux qui auraient dû combler la totalité de ce trou. Vous voyez, quand on se promène dans les carrières, si on est attentif, on peut observer les traces d'animaux, comme celle-là par exemple.
Vous voyez, ça, c'est une très belle empreinte de renard. C'est un renard actuel, bien sûr, qui est venu marcher sur les sables du Stampien. Mais à cette époque-là, dans la région, au Stampien, il n'y avait certainement pas que des coquillages. Quels étaient les autres animaux qu'on rencontrait? À côté de cette mer, la mer a toujours un endroit où elle s'arrête. Évidemment, il y avait des forêts, il y a des animaux qui vivaient, des animaux terrestres. Et c'est ce que j'ai étudié. Et alors, la région d'Étampes étant le fond du golfe, la mer n'a pas été plus loin. C'est cette région où il y a à la fois, évidemment, beaucoup de coquillages côtiers, mais il y a aussi des mammifères. Et comme la mer, elle est venue, elle est repartie, elle est venue, elle est repartie, elle a eu des oscillations, comme on dit, eh bien, on a des intercalations marines et des intercalations continentales. Et dans ces intercalations continentales, eh bien, on trouve des mammifères. Et alors, là, je vous montre quelques mammifères, je vous montre les plus gros, car à cette époque, donc à l'Oligocène, au Stampien, il y avait énormément de rhinocéros. Des rhinocéros, il y avait 5 espèces de rhinocéros, depuis des petits qui étaient hauts comme ça, et des qui étaient presque aussi grands que les rhinocéros actuels. Et ces rhinocéros, l'intérêt de ces rhinocéros, c'est qu'aucun n'avait des cornes. La corne, la première puis la deuxième, apparaissent beaucoup plus tard. Et là, je vous montre le plus gros des rhinocéros. Voilà, c'est une mâchoire avec les 3 dernières molaires. La mâchoire allait jusque-là. Eh bien, c'est assez curieux car si vous regardez, les dents sont assez étroites. Vous voyez, la dernière molaire, elle est étroite. Et elle n'est pas écrasée par la sédimentation. Elle est comme ça, on les trouve toujours comme ça. Et je vous montre à côté un autre rhinocéros, un peu plus petit. Vous voyez que la longueur est plus petite puisqu'il y a les 3 mêmes dents, mais c'est beaucoup plus épais. Ça a les proportions des rhinocéros actuels. Alors que vous voyez que les dents sont extrêmement différentes en aplatissement. Alors ça, c'est des fossiles que j'ai trouvés à Étampes, justement, dans une grande carrière de sable. C'était d'une fragilité extraordinaire. D'ailleurs, ça c'est extrêmement léger. Alors il y a d'autres rhinocéros. Je vous en montre un qui est à peu près comme celui-là, mais qui est quand même une autre espèce. C'est aussi les 3 dernières molaires, il est plus grand. Bon, c'est un peu différent. Et ça vient de la Ferté-Alais. Et cette pièce a été trouvée il y a à peu près 100 ans par des gens qui ont laissé leur nom dans la région et qui ont trouvé les premiers gisements. Et puis il y en avait aussi des plus petits. Vous voyez ça, ça correspond à ça à peu près comme taille. Et ça, c'est encore un rhinocéros beaucoup plus petit. D'ailleurs, on a mis longtemps à le classer parmi les rhinocéros. Et à côté de ça, il y avait d'autres animaux plus petits. Ce sont des petits ruminants qui n'avaient pas de cornes. Là, c'est le même, mais l'un, il a la mâchoire usée, et puis l'autre, les dents sont fraîches. Alors, chose amusante, on est dans le Stampien. Et l'intérêt du Stampien, justement, c'est que on est à Étampes. Et c'est là qu'a été défini le Stampien. Et je me souviens, quand j'ai fouillé à Étampes, un jour, je viens ici, et tout glorieux, je dis aux collègues, là, voilà, je suis dans le Stampien, j'ai trouvé des rhinocéros. Et il y a un collègue qui m'a dit, mais comment tu sais que c'est du Stampien puisque tu n'as pas déterminé les fossiles? Mais je dis, mais ça n'a aucun intérêt. Je sais que je suis dans le Stampien puisque je suis dans la localité type d'Étampes. Donc dans le monde entier, c'est le seul coin au monde où ce que je trouve, je suis sûr que ce soit du Stampien. Vous voyez, quand on fait de la géologie, on trouve des animaux, on trouve des traces, on trouve des fossiles, mais on peut aussi trouver la trace des événements du passé. Par exemple, les tremblements de terre. Vous voyez que dans les dépôts dunaires, le litage est normalement très plan, incliné ou horizontal, mais plan. Ici, vous voyez par contre, en dessous, dans les couches que nous voyons ici, des ondulations et même des structures en forme d'assiette, ces formes concaves que vous voyez là, qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que par une liquéfaction du sable qui correspond aux effets d'un tremblement de terre important. Je vais vous montrer par cette petite expérience que le sable bien gorgé d'eau qui, dans le seau que vous voyez là, j'enlève l'excédent d'eau, est suffisamment rigide pour soutenir un galet, est capable, s'il y a des vibrations assez importantes, de se liquéfier
au moment où l'eau s'échappe du sable. Alors, je prends ça pour faire le tremblement de terre. Et vous voyez disparaître le galet parce que le sable s'est liquéfié dans la partie supérieure de mon seau. Et bien avant de nous quitter, quelques ouvrages. Tout d'abord celui d'Edward Wilson aux éditions Odile Jacob, La diversité de la vie. Et puis un double CD-ROM publié par le Muséum national d'histoire naturelle chez ME Interactive, Vie en danger. Si vous vous intéressez à l'histoire naturelle, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Stéphane Jay Gould dans la collection Point Science, Le sourire du flamant rose, réflexion sur l'histoire naturelle. Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter l'ouvrage qui me sert régulièrement sur le terrain, celui de Jean-Claude Fischer dans la collection Guide rouge de chez Masson, Fossiles de France et des régions limitrophes. Dis-moi Stéphane, on est ici dans ton atelier, là dans ton antre, et je vois que tu as plusieurs passions. Oui, c'est-à-dire qu'une fois le travail terminé, j'aime bien détourner les objets et travailler la musique. C'est vrai que les objets, on peut facilement les détourner. Allez, nous on vous laisse. Au revoir l'ancêtre. Et puis également, il y a toute une grande quantité de petits coquillages, nettement plus petits, que l'on a du mal à observer à l'œil nu et que l'on utilisera, et pour lequel on utilisera la loupe binoculaire en laboratoire. Je vous ai également apporté une côte de lamantin, car bien sûr cet animal est beaucoup trop rare dans nos dépôts pour avoir eu la chance de le trouver dans le premier coup de tamis. Vous voyez, là, ici, sur ce site, c'est un petit peu décevant. On voit bien des choses comme cette trace de racine, ou ici, des sections de coquillages, mais c'est tellement abîmé que ça part complètement en poussière dès qu'on le touche, vous voyez. On appelle ça des fantômes. Heureusement, sur le stampier, il n'y a pas que des fantômes. Il y a aussi de vrais coquillages. L'étude croisée, à la fois de la microfaune, de foraminifères, d'ostracodes, et la macrofaune, les mollusques, les poissons, les mammifères marins, ont permis de tirer un certain nombre de conclusions sur l'environnement notamment. On sait qu'à l'époque du dépôt des sables d'Auvers-Saint-Georges, eh bien, nous étions probablement dans un fond de golfe, près d'une lagune, dans une lagune, une mer pelliculaire, très peu profonde, une température de l'eau probablement tempérée chaude, et un milieu extrêmement riche en herbiers. Le meilleur témoin, c'est le lamantin, qui est un mammifère marin, une vache de mer, qui a besoin quotidiennement pour se nourrir de brouter plusieurs kilos d'herbes de Phanerogambe marine. Vous voyez, ce sable de Fontainebleau, il est assez facile à travailler. Et là, ce que j'ai découvert en me promenant tout à l'heure au bord de la Fleurement, c'est une côte. Une côte qui appartient à un animal qui est un sirénien. Et voyons, qu'est-ce que c'est qu'un sirénien? Les siréniens sont un groupe de mammifères aquatiques herbivores qui vivent dans les mers tropicales chaudes et peu profondes. Par exemple, ici, nous avons un spécimen de sirénien qui appartient à la famille des dugongs, puisque dans la nature actuelle, il existe deux familles, celle des dugongidés avec les dugongs et celle des triquéquidés avec les lamantins, que ce soit le lamantin d'Amérique, de l'Amazone ou d'Afrique occidentale. Alors les siréniens sont apparentés au groupe des proboscidiens, c'est-à-dire les éléphants, et cela signifie qu'ils partagent avec les éléphants un ancêtre commun. En France, on a trouvé notamment dans la région de l'Essonne un sirénien qui était à peu près similaire à celui-ci, qui pouvait mesurer 2 mètres à 2,50 mètres au maximum et qui se nourrissait d'herbes aquatiques, d'algues sous-marines. On peut se demander
Je suis ici dans le parc du château de Chamarande et l'arbre que vous voyez à côté de moi, c'est un cyprès chauve. Cette espèce, elle vit à l'état naturel en Amérique et sa particularité, vous le voyez, c'est d'être dans des zones relativement humides. Et d'ailleurs, ses racines plongent dans l'eau et pour respirer, l'arbre émet ce qu'on appelle des pneumatophores. En fait, c'est ces sortes d'excroissances qu'il y a devant moi. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, sur le territoire de la réserve, on trouve une forme ancêtre de cet arbre-là qui date d'une trentaine de millions d'années. Ce bois, comme il est aussi vieux, bien sûr, il s'est fossilisé, il s'est transformé, c'est de la pierre. Une souche comme celle-là, elle pèse 2,6 tonnes. Donc pour la dégager, pour la déplacer, il faut mettre en œuvre de gros moyens. Mais voyons, qui a découvert le site? On la découvre à fond. L'avantage, c'est assez... Oui, bien, nous sommes le club géologique des PTT de la section Île-de-France, dont les activités s'articulent autour de la minéralogie, de la paléontologie et de la préhistoire. Et c'est dans le cadre de nos activités que deux de nos adhérents, Jean Garde et François Faure, deux retraités, et qui, à l'occasion d'une prospection sur le site de Villejuste, où nous sommes, les Carrières-Chaises, en gravissant le talus, ont découvert des petits morceaux de bois fossilisés. Et arrivé à un niveau de ce talus, ces petits morceaux de bois ont cessé. La présence de ces petits morceaux de bois ont cessé. Ils se sont posés naturellement la question pourquoi ces morceaux de bois, on ne les trouvait plus. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit il y a peut-être quelque chose dessous. Et effectivement, bien leur en a pris, parce qu'ils ont mis à découvert, ils ont creusé autour, et ils ont mis à découvert cette souche de cyprès chauve datant de 30 à 35 millions d'années, qui est une découverte exceptionnelle. Et c'est ici, exactement, dans cette fosse, qu'a été découverte la souche en question. Et depuis 1985, puis ça s'est passé en 1985, depuis on a découvert une centaine de souches de l'espèce. Je suis en train de nettoyer l'un des fragments de l'une des dernières souches que l'on vient de sortir du paléosol de la carrière de Villejuste-Saulé-Chartreux. On distingue très bien le fil du bois de cette souche qui a été silicifiée par du quartz, et on distingue fort bien ici le départ des racines de cette souche qui devait atteindre à peu près 1,70 m de diamètre à la base. Car en effet, dans cette carrière, on a sorti sur une superficie d'à peu près 2 hectares, depuis une dizaine d'années, plus d'une centaine. Plutôt du type mésange. On va regarder à l'intérieur du nichoir. Alors on peut voir un petit peu de guano. Malheureusement, il est complètement décomposé et on ne pourra pas déterminer l'espèce. Mais on peut savoir qu'il y a eu quand même du passage de chauves-souris dans l'année. Oui, donc en fait, ton travail, il est très varié. En quoi il consiste exactement, le travail d'un garde dans une réserve? Alors le travail d'un garde dans une réserve, c'est avant tout la surveillance des sites, bien sûr. Moi ici, je m'occupe aussi de l'entretien des sites, donc le fauchage, etc. Et la mise en place des aménagements pour accueillir le public. Et bon, cette réserve géologique de l'Essonne, elle a été créée quand? Ça date de quand tout ça? Alors la réserve a été créée en 1989 pour protéger des affleurements géologiques, plus précisément le stratotype du Stampien. Qu'est-ce que c'est que ça, le stratotype du Stampien? Ce sont des noms barbares, Stampien, stratotype. Il faudrait peut-être expliquer. Le premier, c'est-à-dire le Stampien, est un terme qui est utilisé pour définir un morceau de temps, un moment de l'histoire de la Terre qui se situe entre 33,7 millions d'années, on est précis, et 28 millions d'années, pendant un moment de l'histoire de la Terre qui, notez-le bien, se situe très exactement en position intermédiaire entre la fin du Crétacé, la mort des dinosaures, et nos jours, c'est-à-dire les peuplements que vous pouvez voir aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. Le nom vient de la localité, la petite ville d'Étampes, qui s'appelait Stampa, Stampé, dans les périodes lointaines où on parlait encore latin. On peut voir sur la carte de Guettard, ici, établie du temps de Louis XV, un certain nombre de localités, un certain nombre de repérages des roches sédimentaires
qui constitue la série de la région d'Étampes. Mais la particularité de cette région, c'est qu'on y trouve des fossiles, c'est-à-dire des coquilles marines qui prouvent que dans cette région, c'est-à-dire tout le centre du bassin de Paris, Paris y compris, la mer a donc envahi tout ce domaine-là en venant d'une région qui se situe aujourd'hui à peu près au niveau de la Manche. On a donc dans cette région-là tout un ensemble qui mérite d'être conservé pour servir d'étalon. C'est ça le stratotype. C'est donc quelque chose qui matérialise sous la forme de carrière, comme le maître étalon matérialise le maître et mérite d'être conservé dans un musée. Les carrières, le stampien, est un terme qui est utilisé pour définir un morceau de temps, un moment de l'histoire de la Terre qui se situe entre 33,7 millions d'années, on est précis, hein, et 28 millions d'années, pendant un moment de l'histoire de la Terre qui, notez-le bien, se situe très exactement en position intermédiaire entre la fin du Crétacé, la mort des dinosaures, et nos jours, c'est-à-dire les peuplements que vous pouvez voir aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. Le nom vient de la localité, la petite ville d'Étampes, qui s'appelait Stampa, Stampé, dans les périodes lointaines où on parlait encore latin. On peut voir sur la carte de Guettard, ici, établie du temps de Louis XV, un certain nombre de localités, un certain nombre de repérages des roches sédimentaires qui constituent la série de la région d'Étampes. Mais la particularité de cette région, c'est qu'on y trouve des fossiles, c'est-à-dire des coquilles marines qui prouvent que dans cette région, c'est-à-dire tout le centre du bassin de Paris, Paris y compris, la mer a donc envahi tout ce domaine-là en venant d'une région qui se situe aujourd'hui à peu près au niveau de la Manche. On a donc dans cette région-là tout un ensemble qui mérite d'être conservé pour servir d'étalon. C'est ça le stratotype. C'est donc quelque chose qui matérialise sous la forme de carrière, comme le maître étalon matérialise le maître et mérite d'être conservé dans un musée. Les carrières que nous pouvons visiter dans la région d'Étampes matérialisent le contenu, ce qui s'est passé, ce qui vivait à cette époque-là, et méritent évidemment une conservation pour les générations futures, mais aussi pour tous les géologues du monde entier qui veulent savoir ce qui se passait et à quoi correspond le stampien dans la localité, dans la région où il a été défini. Nous sommes ici dans la carrière du Gibet, à l'extérieur du territoire de la réserve. Pourquoi? Tout simplement pour regarder cette épaisseur de sable particulièrement importante qui atteint 70 à 80 mètres. Ce sable, c'est un sable blanc extrêmement pur, c'est le sable de Fontainebleau. Ailleurs, sur le territoire de la réserve, à Auvers-Saint-Georges, il est très riche en fossiles. Parce qu'ils ont mis à découvert, ils ont creusé autour, et ils ont mis à découvert cette souche de cyprès chauve datant de 30 à 35 millions d'années, qui est une découverte exceptionnelle. Et c'est ici, exactement, dans cette fosse, qu'a été découverte la souche en question. Et depuis 1985, plus ça c'est 1985, depuis on a découvert une centaine de souches de l'espèce. Je suis en train de nettoyer l'un des fragments de l'une des dernières souches que l'on vient de sortir du paléosol de la carrière de Villejuste-Saulé-Chartreux. On distingue très bien le fil du bois de cette souche qui a été silicifiée par du quartz, et on distingue fort bien ici
le départ des racines de cette souche qui devait atteindre à peu près 1,70 m de diamètre à la base. Car en effet, dans cette carrière, on a sorti sur une superficie d'à peu près 2 hectares, depuis une dizaine d'années, plus d'une centaine d'arbres, souches et troncs silicifiés, qui nous donnent une idée de la densité de cette forêt fossile de l'Oligocène, du bassin de Paris. L'un des traits majeurs, l'un des points les plus intéressants de ces souches et de ces troncs, c'est que l'on peut distinguer les cernes de croissance du bois, ce qui nous permet d'une part de dater l'âge de chacun de ces arbres et de reconstituer l'histoire climatique de la période durant laquelle vivaient ces arbres. La carrière de Villejuste que vous voyez aujourd'hui est ce qui reste à la fin de l'exploitation. Vous repérez de chaque côté les remblais rouges qui correspondent aux argiles qu'on a découvertes à la partie supérieure pendant l'exploitation des sables. En fait, si on n'avait pas un accord avec les exploitants, cette partie médiane, où vous voyez les sables blancs et jaunes et les grès, aurait été complètement remblayée comme le reste. C'est donc sur ce secteur médian que la réserve va conserver une coupe complète. Le reste de la partie verte que vous voyez ici étant en réalité remblayé par des matériaux qui auraient dû combler la totalité de ce trou. Vous voyez, quand on se promène dans les carrières, si on est attentif, on peut observer les traces d'animaux, comme celle-là par exemple. Vous voyez, ça c'est une très belle empreinte de renard. Pour les générations futures, mais aussi pour tous les géologues du monde entier qui veulent savoir ce qui se passait et à quoi correspond le stampien dans la localité, dans la région où il a été défini. Nous sommes ici dans la carrière du Gibet, à l'extérieur du territoire de la réserve. Pourquoi? Tout simplement pour regarder cette épaisseur de sable particulièrement importante qui atteint 70 à 80 mètres. Ce sable, c'est un sable blanc extrêmement pur, c'est le sable de Fontainebleau. Ailleurs, sur le territoire de la réserve, à Auvers-Saint-Georges, il est très riche en fossiles. Voilà, on est ici sur l'un des 6 sites de la réserve, le stratotype d'Auvers-Saint-Georges. Il fait environ 2 hectares. Bien sûr, ça n'est pas très spectaculaire. Cependant, quelques centaines de mètres carrés ont été clôturés afin de préserver la couche des dégradations. En s'approchant de la coupe, on va donc pouvoir observer une richesse tout à fait exceptionnelle de coquillages, mais aussi de micro-organismes et de dents de requin et ossements de lamentins qui sont des siréniens. La coupe fait 2 mètres à peu près d'épaisseur. On peut observer une très très grande quantité de coquillages, c'en est véritablement truffé, mais la plupart font moins d'1 centimètre. Exceptionnellement, on trouve des coquillages plus gros. La coupe date d'il y a 30 millions d'années. Pour bien apprécier la richesse de la coupe, il nous faut prélever du sédiment et puis le tamiser. Ce sédiment ici est relativement argileux, donc il nous faut absolument le tamiser à l'eau pour bien éliminer les particules fines et faire ressortir les coquillages. Voilà un tamis typique du gisement d'Auvers-Saint-Georges. On peut observer un certain nombre de macro-coquillages, comme l'amande de mer, qu'on appelle Glycymeris, et qu'on trouve sur toutes les côtes du monde actuellement. Voici une huître. Puis d'autres coquillages un peu plus petits, qu'on appelle des céritidés, qui vivent plutôt dans les lagunes. Et puis également, il y a toute une grande quantité de petits coquillages, nettement plus petits, que l'on a du mal à observer à l'œil nu et que l'on utilisera, et pour lequel on utilisera la loupe binoculaire en laboratoire. Je vous ai également